Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter de la valeur des pièces aux échecs. Je vous préviens, je vais envoyer du lourd, ça va vous plaire, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, c'est dommage. Il suffit de vous abonner, d'activer les notifications et comme ça vous êtes les premiers avertis lorsque je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à Facebook, Twitter et puis d'aller consulter le site internet www.chesstrainer2000.com. Les vidéos YouTube sont référencées par thème, l'ouverture, milieu de jeu, la finale, stratégie, tactique, plein de conseils, donc n'hésitez pas à aller consulter ce site internet. Allez, c'est parti, maintenant on rentre dans le vif du sujet, la valeur des pièces aux échecs. Alors nous y voilà, une petite introduction. Donc on va parler de la valeur absolue des pièces. Tout le monde connaît un petit peu la valeur des pièces. Un fou vaut 3 pions, cavalier 3 pions, la tour 5 pions, la dame 9, etc. Ça, c'est la valeur absolue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la valeur réelle d'une pièce, elle dépend de sa position, elle dépend de sa position, est-ce qu'elle est cachée par des pions, est-ce qu'elle est proche du bord, etc. Donc ça, c'est difficile à évaluer, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette vidéo. L'équivalence. À quoi ça équivaut? Donc, est-ce qu'un fou, c'est plus fort que 3 pions? Ou est-ce que c'est complètement égal? Encore une fois, ça va dépendre de la position. Par exemple, si vous êtes en finale et que les 3 pions sont très proches de fer dame, vous voyez bien que le fou va peut-être avoir du mal. Même si, en étant sur une bonne diagonale, il peut peut-être empêcher les pions d'avancer. Par exemple, le cavalier, s'il est loin des pions, de 3 pions, eh ben voilà, sa valeur, peut-être qu'il vaut 3 et que les pions, 3 pions, ça fait 3. Mais s'il est de l'autre côté de l'échiquier et que les pions sont à 2 de fer dame, on voit bien que le pion, il a plus de valeur que le pauvre cavalier qui est loin. Donc les équivalences, on va en parler. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur l'équivalence de valeur pour les pièces, justement. Estimation de la position. Connaître la valeur des pièces, c'est fondamental. Par exemple, quand vous faites des exercices tactiques sur lichess, chess.com, etc., ils considèrent qu'il y a une tactique à partir du moment où vous prenez un avantage de 2 pions. Donc, pour savoir si vous allez trouver une combinaison tactique, eh bien, il va falloir que vous fassiez du calcul, que vous estimiez le matériel et de voir si à la fin de votre combinaison, vous avez plus de pions. Donc voilà, encore une fois, il faut connaître la valeur des pièces absolues, mais on verra également aussi valeur relative de la pièce en fonction de son positionnement et de la position, justement. Ça permet quoi? Ça permet également de comprendre les estimations de l'ordinateur. Quand on a un ordinateur, il fonctionne avec la valeur des pièces, etc. Et puis vous verrez, les blancs, enfin, la position, c'est plus 2,3 ou moins 7,5 ou moins dièse 12 ou plus, enfin, dièse 12. Donc tout ça, on va en discuter par rapport à la valeur des pièces et comprendre comment fonctionnent les ordinateurs au niveau de l'estimation. Qu'est-ce qu'il faut retenir? S'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est, par exemple, on entend souvent la fameuse question. Qui c'est le plus fort entre le fou et le cavalier? Pourquoi? Parce qu'en valeur absolue, on dit qu'ils valent 3. Il y en a qui préfèrent les fous, qui sont convaincus toute leur vie, on ne réussira pas d'ailleurs à les convaincre du contraire, etc. Il y avait un grand maître qui disait, bah, donnez le fou au grand maître, c'est le fou qui sera plus fort, et donnez le cavalier au grand maître, ça sera le cavalier. Donc bien sûr, c'est une boutade, mais en fait, ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose à retenir, c'est si vous avez un fou et que votre adversaire un cavalier, il va falloir que vous ameniez une position dans laquelle votre fou est plus fort que le cavalier. Et si vous avez le cavalier contre le fou, il va falloir amener une position dans laquelle le cavalier est plus fort que le fou. C'est ça la vérité. Il n'y a pas vraiment de plus fort ou de moins fort. C'est à vous de connaître les positions qui favorisent un cavalier ou les positions qui favorisent le fou. Bon, ça, c'était juste l'exemple du fou, mais ça marche aussi pour les tours qui veulent des colonnes ouvertes, la dame qui veut une position, dans une position ouverte, elle est monstrueuse, etc. Voilà. C'est à vous de connaître ça. Allez, on passe tout de suite dans le détail des pièces. Donc la référence aux échecs pour la valeur des pièces, eh bien, c'est le pion. Le pion, c'est l'unité, donc le pion vaut 1. Pour être tout à fait exact, il vaut 1,00. Donc maintenant, on parle même de centipions. Un petit peu comme les euros avec les centimes, on parle d'un pion et on parle de un pion égale 100 centipions. Donc ça sert à quoi? Ça sert à lorsque vous êtes sur l'ordinateur et que vous faites fonctionner Stockfish, eh bien, vous pouvez voir que euh, la position en haut à droite, vous avez plus 0,5. Donc quand c'est un plus, ça veut dire que c'est un avantage, enfin, c'est favorable au blanc. Quand c'est un moins, c'est favorable au noir.
Ici, dans cette position, l'ordinateur calcule que les blancs ont un avantage de plus 0,5, donc l'équivalent d'un demi-pion. Donc, on va dire 0,5, 0,50, donc 50 centipions. Ici, l'ordinateur propose cavalier C3, c'est classique dans une Scandinave, on vient attaquer la dame ici, et on reste à plus 0,3, parce qu'il réactualise ses calculs, etc. Mais si on fait un coup un petit peu faible, par exemple cavalier ici en E2, et bien à partir de là, il estime que sur fou vient en F5, les noirs vont prendre l'avantage d'un demi-pion. Voilà, c'est comme ça qu'il va calculer l'ordinateur, et c'est comme ça qu'il va donner les évaluations en fonction du matériel et de la valeur des pièces qu'on verra à la fois absolue et relative, c'est-à-dire en fonction de la position. Donc, on va passer tout de suite maintenant au fou. Alors, aux échecs, on parle de pièces mineures et on parle de pièces lourdes. Les pièces mineures, c'est les fous et les cavaliers. Les pièces lourdes, les tours et la dame. Donc, le fou, sa valeur absolue, c'est 3. Donc, c'est l'équivalent de 3 pions. Alors, le fou vaut 3 pions en valeur absolue. Bien sûr, ça va dépendre de sa position. Déjà, si on regarde, on a un fou de case blanche au départ et un fou de case noire. Donc on voit qu'un seul fou peut contrôler que 32 cases de l'échiquier. Il ne peut pas changer de couleur, à part avec les tricheurs. Et on peut également avoir deux fous de même couleur si on a fait une promotion. C'est extrêmement rare. Toujours est-il qu'on voit l'importance d'avoir la paire de fous, c'est de pouvoir contrôler à la fois les cases blanches et les cases noires. Maintenant, on va positionner un fou sur une case centrale. On voit ici qu'il contrôle 13 cases. Vous pouvez faire le décompte si vous voulez. Donc, peu importe où il se trouve au centre, c'est 13 cases. Si on s'écarte un petit peu sur la couronne ensuite, eh bien ici, c'est plus que 11 cases. On a perdu 2 cases. Si on continue, c'est 9 cases. Et si on va sur la couronne extérieure, c'est 7 cases. Donc on passe de 13, 11, 9, 7. Donc encore une fois, la valeur absolue, c'est 3. Mais la valeur relative, elle va augmenter en fonction du positionnement du fou. S'il est centralisé, il va contrôler beaucoup plus de cases. Et même sur la couronne extérieure, ici, on voit que on contrôle 7 cases. Si le fou est dans le coin, il contrôle 7 cases également. En revanche, si le fou est plus vers le centre, enfin sur les colonnes centrales ou sur les rangées centrales, il va pouvoir intervenir le coup d'après sur plus de diagonales que s'il était dans le coin. Je m'explique. Si le fou vient sur cette case, il va pouvoir contrôler cette diagonale. S'il va sur cette case, il va pouvoir contrôler cette diagonale. S'il va sur cette case, pouvoir contrôler cette diagonale, etc. Et il va pouvoir également, il aura le potentiel de contrôler cette diagonale. Donc on voit que le déplacement d'après du fou va faire qu'il va avoir beaucoup de diagonales. Si on le met maintenant dans le coin, comme c'était le cas tout à l'heure, il ne va pas pouvoir intervenir le coup d'après sur plus de diagonales. Il va en avoir une, deux, trois, quatre, 5, 6, et puis dans le coin, il n'aurait pas beaucoup d'activité. Donc, même si le fou va pouvoir contrôler le même nombre de cases en étant sur la couronne extérieure, on voit que son placement, s'il est dans le coin, eh bien, il aura moins de possibilités de contrôle de diagonale future. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que la valeur absolue, c'est 3, mais la valeur relative, ça va dépendre de son positionnement sur l'échiquier. Et ça, c'est sans les pions, les pièces, etc. On va voir tout de suite ce que ça peut donner si le fou est bloqué ou pas. Par exemple, ici, dans cette position, on voit que le fou arrive à stopper les trois pions. Ils ne peuvent pas avancer, sinon il y aurait une prise du pion. Donc ça, c'est intéressant. Mais si vous déplacez le pion sur cette case-là, on voit qu'ici, il va y avoir un des deux pions qui va faire dame. Même si on vient positionner le fou ici, il vient être embêté parce qu'en fait, ici, si on fait une nouvelle dame, il vient prendre et ensuite on fait dame de l'autre côté. Donc on voit ici que la valeur absolue, c'est du fou, ça vaut 3 pions, mais ça dépend aussi de la valeur des pions. Si les pions sont très avancés et proches de faire promotion, on voit bien ils valent plus que 1. Donc finalement, le fou ne sera pas OK. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première information en concernant la valeur relative et la valeur absolue du fou. Alors encore une fois, la valeur relative et la valeur absolue de la pièce, le fou vaut 3, mais on voit bien qu'ici, s'il est bloqué par ses propres pions, ben, il vaut pas grand-chose ici. Il est proche de 0, enfin, il vaut un pion, quoi, presque. En revanche, si vous mettez le fou et que vous le mettez ici, eh ben, vous avez un fou qui est monstrueux parce qu'il va contrôler, et là, la pièce va jouer. Donc encore une fois, la valeur de la pièce, il y a vraiment une valeur absolue, pour le fou 3, mais son positionnement
va faire qu'il va valoir plus de 3 ou il va valoir moins de 3. D'ailleurs, on parle souvent de bons fous et de mauvais fous, on l'entend beaucoup lorsqu'on a des analyses de parties, etc. Donc là, vous pouvez aller sur le site internet et j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce qu'un bon fou et qu'est-ce qu'un mauvais fou. Allez, on passe tout de suite au cavalier. Alors le cavalier, c'est la deuxième pièce mineure avec le fou, bien sûr. Le cavalier, il vaut 3 pions, mais encore une fois, c'est sa valeur absolue. On va tout de suite sur l'échiquier pour parler un petit peu du cavalier. Donc le cavalier vaut 3 en valeur absolue, mais on peut voir que s'il est centralisé ici, il contrôle 8 cases. Ce qui est intéressant pour le cavalier, c'est qu'on voit qu'il change de case, de couleur à chaque fois. S'il est blanc, on voit que les 8 cases qu'il contrôle sont noires et ainsi de suite. Voilà. C'est intéressant, ça peut vous permettre, si vous avez un nombre de coups pairs, vous savez qu'il va revenir sur une case blanche, et si vous avez un nombre de coups impair, vous savez qu'il sera sur une case noire. Ça peut être intéressant dans le cadre de calcul, pour faciliter le calcul en finale, ou même quelquefois quand on calcule une route pour aller chercher un avant-poste ou une position meilleure pour le cavalier. On voit que si on le rapproche du bord, ici on est toujours à 8, mais là, s'il est sur la couronne, pas extérieure, mais presque, c'est plus que 6. Couronne extérieure, plus que 4 cases. On le rapproche du bord, 3. S'il est complètement dans le bord, 2. Et un petit peu plus vers le centre, 4. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un cavalier est centralisé, encore une fois, plus sa valeur relative sera forte parce qu'il contrôlera plus de cases. Voilà. Ça fait prendre aussi conscience de l'importance du centre aux échecs. Quand on a des pièces bien positionnées et puis le contrôle du centre, c'est vraiment important, même pour le positionnement des pièces. Déjà, des fois, on a tendance à dire quand on a gagné du matériel, il faut recoordonner et centraliser ses pièces. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, enfin, quand les pièces sont au centre, elles ont leur potentiel maximum de cases disponibles en tous les cas. On l'a vu avec le fou, c'était 13, et on le voit avec le cavalier, c'est 8. On va voir quelques positions un petit peu pour la valeur justement relative du cavalier par rapport à 3 pions. Donc là, eh ben, ici encore, c'est encore un exemple exagéré, hein. Bien sûr, si on a une prise du pion, eh bien l'autre fait dame. Donc encore une fois, la valeur des pions, le cavalier vaut 3 pions. Oui, d'accord. Mais ça dépend quel pion. Quelle est la valeur du pion? On voit encore plus que si le cavalier est très très loin, c'est vraiment une catastrophe. Mais on voit que même lorsqu'il est à l'intérieur des pions, il y a un manque de mobilité qui va faire que le cavalier va être en difficulté. Voilà. Ça, c'est face à 3 pions. Donc encore une fois, ça dépend de la position du cavalier. Et on sait par exemple, les cavaliers adorent être sur des avant-postes. Voilà encore une position un petit peu exagérée. Mais le cavalier est sur un avant-poste sur E6, soutenu par 2 pions. Pourtant, la tour est plus fort qu'un cavalier, on va le voir ensuite. Mais ici, le cavalier est tellement bien positionné qu'en fait, il vaut plus qu'une tour ici. Voilà, voilà. Au moins, il y a égalité, au moins ça vaut une tour. D'ailleurs, on le dit, plus le cavalier se met sur la sixième rangée ou sur la septième, il devient de plus en plus dangereux. Donc si vous réussissez à mettre un cavalier sur un avant-poste soutenu par un pion, vous voyez que la valeur relative du cavalier, elle va être supérieure à 3. Donc encore une fois, je vais vous le rabâcher, mais l'important, c'est de connaître les positions dans lesquelles votre pièce a une valeur relative supérieure à sa valeur absolue. Voilà. Si vous avez compris ça, bah, vous avez tout compris de cette vidéo. Allez, on passe à la valeur des pièces lourdes, donc la tour et la dame. La tour vaut 5 pions. Voilà. Mais encore une fois, vous imaginez que si c'est 5 pions qui sont proches de fer dame, la tour ne vaudra pas grand-chose par rapport à ces petits pions. On le voit tout de suite sur l'échiquier. Donc pour la tour, à la différence du cavalier et du fou, finalement, partout où elle est placée, elle aura un contrôle de 14 cases. Voilà, bien sûr, si elle est centralisée, elle va pouvoir intervenir sur sur beaucoup de parties de l'échiquier. Mais globalement, elle a le même contrôle de case, peu importe où elle se trouve sur l'échiquier. Maintenant, on va voir ce que ça donne face à 5 pions. Alors bien sûr, ici, on a un exemple exagéré, mais on a une tour contre 5 pions. On voit bien que les pions vont aller à dame, enfin, ils ont un potentiel pour aller à dame, c'est déjà trop tard pour la tour. Même si la tour contrôle la case ici, ben, il suffit d'amener son petit camarade pour ensuite soutenir le second, et la tour va être en incapacité de défendre les deux. Je dirais même plus, une tour face à 2 pions qui sont en sixième, comme ça, eh bien c'est déjà cuit. Parce qu'en fait, rien ne va pouvoir empêcher d'avancer le pion, et comme il est soutenu, la tour va être obligée de se sacrifier contre le pion. Et si elle vient attaquer derrière, eh bien en fait, même si on vient prendre le second, on n'empêchera pas l'autre de faire une dame.
Donc ça, c'est la connaissance des finales qui vous permettra d'avoir la valeur relative de la tour par rapport au pion en finale. Milieu de jeu, ça va être encore différent. Voilà, peut-être parce que s'il y a d'autres pièces pour stopper les pions, etc., peut-être qu'à ce moment-là, la tour va être supérieure à potentiellement 5 pions. Donc tout ça, il faut essayer de peser le pour et le contre, la valeur des pions, et c'est comme ça que vous pourrez analyser correctement vos positions. Toujours la même chose, c'est-à-dire valeur absolue, une tour c'est 5. Dans certains types de positions, elle vaudra peut-être moins que, en l'occurrence, 2 pions ici. Donc on passe tout de suite maintenant à ce qu'on appelle le concept de qualité. Donc ici, la tour, on a vu qu'elle valait 5, mais c'est assez bizarre. Mais si elle vaut 5, on pourrait dire qu'elle vaut un fou ou un cavalier, plus quoi? Plus 2. Voilà, c'est ce qui, en termes mathématiques, c'est ce que ça voudrait dire. Et bien encore une fois, c'est plus compliqué que ça. Alors la différence entre une tour et un fou, lorsque par exemple vous avez perdu votre tour contre un fou ou un cavalier de l'adversaire, on dit que votre adversaire a gagné la qualité. Exchange en anglais. La qualité, que vaut la qualité? On pourrait penser qu'elle vaut 2, mais en fait, on peut dire qu'elle vaut entre 1,5, donc un pion et demi, et 2 pions. Et encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de paramètres dans la position. Donc on va voir d'ailleurs des positions dans lesquelles la tour vaut plus que par exemple fou et 2 pions, et dans laquelle le cavalier par exemple va être même supérieur à une tour. On a déjà vu une position tout à l'heure d'avant-poste pour le cavalier, dans lequel le cavalier était quasiment équivalent, enfin au moins équivalent à la tour en tous les cas. Donc ici dans cette position, si on parle de valeur absolue, le fou vaut 3, le pion vaut 1, donc 4 pions pour les, 4 pions pour les noirs, l'équivalent de 4 pions, et 5 pions pour les blancs. En revanche, ici, le pion supporte le fou supporte le pion. On voit bien que c'est pas possible ici pour les blancs de progresser, ils vont pas pouvoir gagner. Même s'ils réussissent à échanger la tour contre le pion et le fou, eh bien, ils se retrouveraient les rois dénudés, et on voit bien qu'ici, la qualité, elle n'est pas suffisante. Enfin, la qualité n'est pas suffisante. Donc on voit que même avec un pion de plus, entre guillemets, ça va pas être gagnant. Voilà. Donc, encore une fois, on entend parler souvent de sacrifice de qualité positionnelle. Ça sera à vous de travailler. Vous pouvez le faire grâce au Strategix, hein. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait plusieurs positions de Strategix dans lesquelles il y a des sacrifices de qualité positionnelle. Ça veut dire qu'on va estimer que notre tour vaut moins que la pièce mineure qui va rester. D'ailleurs, on va le voir tout de suite sur un autre exemple d'avant-poste pour le cavalier, pour bien pouvoir fixer tout ça. Voilà, encore une fois, dans cette position, le cavalier est sur un avant-poste. Ici, il vaut au moins la tour. Donc de temps en temps, de pouvoir positionner un cavalier dans le camp ennemi sur un avant-poste en 6e ou en 7e, ça peut valoir le coup de sacrifier la qualité. Encore une fois, c'est à vous de connaître les positions qui favorisent tantôt le cavalier, tantôt la tour, tantôt le fou. Voilà. Alors du coup, on arrive à une question aussi fondamentale qui est souvent posée, c'est-à-dire est-ce que une tour plus un pion qui vaut 6 est égale à 2 pièces mineures? Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de faire cet échange-là? Pourtant, en valeur absolue, on est à 6, mais on va voir sur l'échiquier, c'est pas si simple. Donc si on considère par exemple ce début de partie, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, caractérise l'italienne, surtout si les noirs jouent fou C5. Ici, cavalier F6, défense des deux cavaliers, cavalier C3, on sort une pièce vers le centre, fou E7, les noirs se préparent à roquer, cavalier G5, souvent apprécié par les débutants, on vient faire une attaque double sur le point F7, mais après petit roc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, on défend 2 fois le pion C7. Ici, cavalier G5, F7, tour prend, et roi prend. Donc on s'est dit, le roi, il est un petit peu embêté, etc. Mais ici, rien n'est plus faux. Ici, les noirs sont mieux, parce qu'en fait, déjà, ils ont une avance de développement. Si vous regardez, il n'y a qu'une pièce de développé maintenant pour les blancs. 3 pièces pour les noirs. Et le potentiel des 2 pièces par rapport à une seule, c'est-à-dire la tour, fait que on a des possibilités en moins. L'avantage d'avoir 2 pièces par rapport à une tour et pion, c'est que quand on a 2 pièces, par exemple ici, là, on a le cavalier et le fou pour la tour, c'est qu'à chaque fois que c'est à nous de jouer, on peut déplacer soit le cavalier, soit le fou. Alors que l'adversaire qui n'a qu'une tour, donc ici par exemple une tour ici ou une tour là,
cette tour, il peut la jouer, enfin, il a que ce potentiel de jouer une seule pièce. Déjà, il y a ça. Ensuite, si vous regardez, le cavalier, j'ai joué en F3, ensuite en G5, et je suis venu sur F7. Donc 3 tempos. Je pense qu'on dit des tempi. Ensuite, fou ici et là, 2. Ça fait 5. Alors que si vous réfléchissez, les noirs, eux, ils ont fait petit roc, prise, une fois, 3 fois. 3 tempos. Donc il y a déjà 2 tempos d'écart. Donc ça aussi, en termes de coût pour jouer et puis pour prendre l'avantage, on voit qu'il y a un défaut ici. Donc c'est pas du tout avantageux. On va voir ce que donne d'ailleurs l'ordinateur de Stockfish sur cette variante. Donc E4, pardon, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Là, il propose l'attaque Fred Lever. On va jouer un petit peu petit, on va dire. Ici, déjà, vous pouvez regarder moins 0,6, donc 60 centipions pour les noirs. Ici, c'était pas forcément le meilleur coup, mais on s'en moque. Par contre, maintenant, on va faire l'échange. Eh bien, ici, l'ordinateur, il est intransigeant. Il donne moins 1,8, l'équivalent de 2 pions. Pourtant, en valeur relative, en valeur absolue, pardon, on est à 6, 6. Donc, ça veut dire que les différences seraient de 0. Eh bien, l'ordinateur donne quand même moins 1,8 pour les noirs, pour toutes les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. C'est-à-dire avance de développement pour les noirs, le roi noir n'est pas forcément en insécurité, et c'est surtout le potentiel à chaque coup de pouvoir jouer 2 pièces plutôt que une seule tour. Et on le verra aussi dans la valeur de 3 pièces mineures par rapport à la dame. Le potentiel aussi, la force aussi des 3 pièces mineures, c'est qu'à chaque coup, eh bien, si les pièces sont bien coordonnées, ça nous donne une multiplicité de coups que l'on peut jouer à chaque fois que c'est notre tour, en fait. D'ailleurs, maintenant, on va passer à la valeur de la dame. Eh bien, la valeur de la dame, donc deuxième pièce lourde, il y a eu beaucoup, enfin, on trouvait dans la littérature avant qu'elle valait 10. On simplifiait un petit peu, etc. Maintenant, on est plus proche, on sait qu'elle vaut un tout petit peu plus de 9, on va dire 9. Elle vaut 9 pions. Voilà. Donc déjà, il n'y a pas 9 pions sur l'échiquier, donc c'est pas possible. Je ne pourrais pas vous mettre 9 pions d'affilée. Toujours est-il que la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'une dame, c'est équivalent à 2 tours, ou est-ce que c'est égal, ou est-ce que c'est inférieur? C'est légèrement inférieur. 9 contre 10, déjà rien qu'en valeur absolue. Mais ensuite, ça va dépendre encore une fois de la position. Hein, Maintenant, vous êtes au courant. Et ensuite, est-ce que la dame vaut 3 pièces mineures? Oui. À condition que les 3 pièces mineures soient bien coordonnées et qu'elles aient pas mal de mobilité de manœuvre. Et encore une fois, la valeur des 3 pièces mineures, on en a discuté juste avant, c'est le fait à chaque fois de pouvoir jouer un fou, l'autre ou le cavalier. Voilà, ça c'est important, on voit tout de suite ça sur l'échiquier. Bon alors la dame, c'est comme les autres pièces, plus elle est centralisée, mieux c'est, même si sur les bords, elle a quand même un gros potentiel. La dame, une pièce très forte, et elle est encore plus forte quand moins il y a de pièces. Parce qu'en fait, elle va pouvoir faire des attaques doubles assez facilement. Mais si on imagine aussi beaucoup de pions par rapport au tour, elle va pouvoir s'infiltrer par la diagonale alors que les tours ne pourront pas. En revanche, si les tours sont bien coordonnés, comme c'est le cas ici, bah, on voit que bah, les attaques doubles sur le pion va faire que le pion va être pris, ou à minima, la dame elle va être obligée de défendre le pion, par exemple en se plaçant ici, et puis quoi qu'il arrive, on aura gagné un pion pour les noirs. C'est cette coordination des pièces qui fait qu'en finale, par exemple, les deux tours bien coordonnés sont plus forts qu'une dame. Alors qu'en milieu de jeu, ça peut être un petit peu plus tendu. Si les tours ont du mal à naviguer, la dame peut prendre le pas. Même ici, on voit bien que bah, la dame ne peut pas faire grand-chose. Elle est obligée de se sacrifier si elle veut pas avoir mat. Et puis ici, on aurait gain de la tour. Donc, cette force des tours contre la dame, etc., c'est quelque chose d'assez compliqué, on va dire. Hein. Je ne vais pas pouvoir le systématiser maintenant, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les deux tours sont coordonnées, elles valent plus que la dame, ça c'est clair, ou même la dame et un pion. Si les tours sont un petit peu décoordonnés, ou alors qu'elles ont du mal à manœuvrer dans une position assez resserrée, la dame va peut-être être plus forte. Alors pour vous illustrer le rapport entre 3 pièces mineures et puis une dame, je vais vous montrer une variante d'ouverture de la défense sicilienne. E4, C5, ça caractérise la défense sicilienne, cavalier F3,
cavalier C6, D4, ça c'est assez standard. G6, ce qu'on appelle le dragon accéléré, semi-accéléré, je crois. Fou C4, Dame A5, et là ici on a une variante assez explosive avec Fou D2. Pourquoi assez explosive? Parce qu'ici, on a une attaque de 2 pièces. Et on ne sait pas trop comment faire pour tout défendre. Et bien ici, si vous venez ici avec Fou C3, on laisse délibérément le Fou C4. Donc, prise du Fou. Cavalier D2, on vient attaquer la Dame. Et là ici, la Dame, elle a deux possibilités. Si elle va en A6 par exemple, on vient prendre le cavalier et après reprise de la Dame, on vient prendre la qualité ici. Voilà. Et après F6, bah, vous pouvez essayer de faire le calcul, mais le nombre de pions est identique. Et puis ici, il y a un gain de qualité pour les blancs. Seulement, le fou va avoir du mal à ressortir, etc. Donc, on peut dire qu'il y a à peu près égalité. Et la deuxième possibilité pour les noirs, ici, eh bien, c'est de sacrifier la dame. Donc, les noirs ont déjà pris un fou. Ils peuvent prendre le cavalier. Et après, prise de la dame, reprise du cavalier. Donc là, ici, vous pouvez regarder, pour la dame, ici, les noirs, ils ont 3 pièces. Mais s'ils veulent absolument que que les 3 pièces valent la dame, il faut absolument qu'il joue pour l'activité des pièces. Ici, fou G7, donc ça c'est très bien. On vient activer une autre pièce. F4, donc l'idée des blancs, bah, justement, c'est d'ouvrir un peu la position pour faire que la dame va pouvoir faire des attaques doubles, etc. Et bien ici, croyez-le ou non, mais les noirs sont obligés de jouer D6 de manière stratégique. Pourquoi? Parce que si, je ne sais pas, par exemple, sur cavalier F6, on vient pousser E5, eh bien le fou ici va être emprisonné, etc. Il va manquer d'activité, etc. Et les blancs ici auraient plus de force. Donc ça veut dire quoi? Donc ici D6, ben, il y a un double but hein, à D6. Sur cavalier sur D6, c'est qu'ici on vient donner de l'activité au fou blanc. On continue à avoir de l'activité pour le fou noir, et ensuite le cavalier, on sera en possibilité de le développer un petit peu plus tard. Donc d'évoluer même sur cavalier F6, parce que E5 ne sera plus possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez 3 pièces pour une dame, il faut absolument que les 3 pièces soient coordonnées et qu'elles aient de l'activité. Si le clan de la dame réussit à bloquer un petit peu l'activité des 3 pièces mineures, la dame vaudra plus. Donc vous voyez encore ici que c'est des concepts au niveau de la valeur de la pièce, de la valeur relative d'une dame par rapport à 3 pièces mineures, c'est compliqué. En tous les cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est la coordination des 3 pièces mineures et l'activité de ces pièces. Et également le fait, la force de ces 3 pièces mineures, c'est qu'à chaque coup, vous avez possibilité d'en jouer une, l'autre ou l'autre. Alors qu'à chaque fois, sur le camp de la dame, c'est la dame. Du coup, connaître la valeur des pièces, ça sert à quoi? Bah, par exemple, quand vous faites des tactiques sur lichess, là, ici, c'est un problème tactique, il faut déjà que vous commenciez par le matériel. Là, ici, on voit bien qu'il y a 5 pions contre 5 pions, et qu'au niveau du matériel, si on compte, pour le moment, les noirs, ils ont un fou de plus. Donc, ils sont à plus 3. Ici, il y a une idée qui vient, c'est-à-dire qu'ici, qu'on voit que l'enfilade ici de l'alignement de la dame et du roi fait ça crée une possibilité tactique. Ce qu'il va falloir faire, c'est compter. C'est-à-dire que pour l'instant, les noirs sont à plus 3. Si je viens mettre ma tour ici, je sais que je vais gagner la dame, parce qu'elle ne peut pas enlever la dame sans qu'il y ait le roi derrière. Donc soit on enlève le roi, soit on prend la tour pour minimiser au maximum. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'ici, les noirs sont à plus 3. Ici, en prenant la tour, les noirs sont à plus 8. Donc 3 plus 5. Mais ici, je prends 9. Donc je me retrouve ici à plus 1. Et en fait, si on regarde bien, en fait, au final, on se retrouve avec les deux tours contre la dame, et puis la tour contre le fou. Donc cette position, encore une fois, il y a un vrai rapport matériel qui est difficile à évaluer, mais dans cette position, le fait que la dame soit accompagnée de la tour fait que la dame est un petit peu plus forte ici dans cette position. Donc quand vous résolvez des combinaisons tactiques,
vous devez absolument calculer le matériel. Parce que ce soit chess.com ou Lichess, ça fonctionne de la même manière. C'est il faut trouver une combinaison qui donne un avantage supérieur à plus 2. Ici, dans cette position, on obtient 2,7, donc l'équivalent de 3 pions d'avance pour les blancs, donc 270 centipions. Même s'il faudrait continuer, l'exercice s'arrête là quand vous le faites sur Lichess, mais cette connaissance de la valeur des pièces et également de savoir dans quelles conditions une pièce vaut plus qu'une autre, etc. Ça, c'est fondamental pour faire une évaluation de la position. Donc au final, je vais me servir des mêmes items qui m'avaient servi d'introduction pour la conclusion. La valeur absolue des pièces, donc fou, cavalier valent 3, la tour 5, la dame 9. Ça, c'est valeur absolue. La valeur relative va dépendre de beaucoup de paramètres. On en a vu quelques-uns. On aurait pu aussi travailler sur le rapport de force. Est-ce qu'une dame vaut plus qu'une tour et un fou et un pion, par exemple, etc. Donc ça, c'est les rapports qui, avec l'habitude, vous aurez des éléments de réponse, mais c'est des positions qui sont toujours très compliquées à gérer. L'équivalence, c'est ça, c'est justement, est-ce que 3 pièces mineures valent une dame? Oui, en valeur absolue, mais la valeur relative, c'est à vous de la donner. Tout ça, ça sert à quoi? À donner une estimation de la position. Donc, quand vous faites des calculs, vous vous dites, tiens, si je joue ce coup-là, il peut jouer ça, etc. À la fin, il faut que vous donniez une estimation de la position. Donc, globalement, quand vous réfléchissez aux échecs, c'est quelle est la menace de mon adversaire, etc. Vous avez fait le total. Vous déterminez aussi un plan stratégique, les coups candidats. Et une fois que vous avez ces coups candidats, vous calculez ces coups candidats. Mais à la fin du calcul, vous devez avoir une réponse. C'est est-ce que c'est favorable? Oui ou non. Ensuite, vous passez au deuxième coup candidat. Est-ce que c'est favorable? Oui ou non. Ensuite, vous avez deux coups candidats, vous avez vu que c'était favorable. Lequel est le mieux? Vous faites votre choix, une petite dernière vérification et vous le jouez. C'est à ça que ça sert, l'estimation de la position et la connaissance relative et absolue de la valeur des pièces est très important. Ça permet aussi de comprendre les estimations de l'ordinateur, les fameux centipions, on a vu. Donc, plus 2,7, ça veut dire que les blancs ont un avantage d'équivalent presque d'une pièce mineure. Moins 1,3, ça veut dire que les noirs ont un avantage supérieur à un pion. Et quand vous avez un dièse, ça veut dire que l'ordinateur a trouvé un mat. Dièse 3, ça veut dire qu'il a trouvé que dans toutes les variantes, il y avait un mat qui se faisait en 3 coups. Ce qu'il faut retenir, vraiment, j'insiste là-dessus, la fameuse question qui est le plus fort entre le fou et le cavalier, etc. La question, c'est pas ça. La question, c'est si vous avez le cavalier, amenez une position dans laquelle le cavalier est plus fort. Si vous avez le fou, amenez une position dans laquelle le fou est le plus fort. Vous allez me dire, oui, mais comment on le sait? Eh bien, vous allez sur le site www.chesstrainer2000.com, vous allez faire les exercices de stratégie, les stratégies, et vous aurez déjà de meilleures notions. Sinon, bien sûr, les livres sur la stratégie, c'est comme ça qu'on apprend la valeur relative des pièces. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Je vous rappelle encore, allez sur le site internet www.chesstrainer2000.com. C'est gratuit, sans pub, donc n'hésitez pas. Toutes les vidéos sont référencées par thème. Soyez courageux, travaillez bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.